Bonjour à tous, vous êtes nombreux à vous être connectés pour ce webinaire consacré à la situation géopolitique et ses conséquences sur le commerce international. Alors pour décrypter l'actualité, nous avons convié Isabelle Jobazy, vous êtes la directrice des études économiques du groupe Crédit Agricole. Merci beaucoup de votre présence. Bonjour à tous. Et puis Ludovic Pouille, vous êtes directeur de la diplomatie économique au sein donc, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Grand merci d'être présent parmi nous. Merci. Alors vous pourrez tout au long de ce séminaire poser vos questions dans l'onglet questions et on tentera d'y répondre en fin de séance. Alors je commence tout de suite par une question générale pour Isabelle qui concerne les impacts potentiels des droits de douane agressifs imposés par Trump, à la fois des impacts sur les États-Unis, mais aussi sur l'Union européenne et en général pour le reste du monde. Quelle est votre vision ? Alors peut-être commencer par les États-Unis. Donc si on se met du point de vue états-unien, le fait qu'on ait ce relèvement des droits de douane, c'est théoriquement inflationniste. Puisque ça renchérit le coût des importations, donc ça augmente les coûts de production pour les entreprises importatrices qui vont en répercuter tout ou partie au consommateur final. Donc une hausse potentielle de l'inflation. Si on a plus d'inflation, c'est potentiellement moins de pouvoir d'achat. Et donc moins de consommation, alors que la consommation, c'est le principal moteur de croissance aux États-Unis. Et puis si par ailleurs vous avez des mesures de représailles, ça va aussi avoir un impact négatif sur les exportations américaines qui vont aussi avoir des effets négatifs sur la croissance. Alors c'est d'ailleurs les enseignements que l'on a de la première guerre commerciale, puisqu'il y a quand même eu des études d'impact qui ont été faites, donc guerre commerciale de 2018-2019, plutôt ciblée sur la Chine. Et ce que nous disent les études, ça n'a pas été bon ni pour la croissance, ni pour l'emploi. Donc on a des pertes d'emplois qui sont estimées, alors ça varie suivant les études, à peu près entre 100 et 300 000 emplois qui auraient été détruits par cette guerre commerciale. Contrairement à ce qui avait été annoncé ou promis par Trump, on n'a pas eu du tout de rebond de la production manufacturière. Avec sa stratégie de réindustrialisation, ça n'a pas fonctionné. Et puis il y a un secteur qui a été particulièrement impacté, qui pourrait l'être encore aujourd'hui, c'est le secteur agricole. On a eu une chute des exportations vers la Chine de soja et de porc, donc qui a profondément affecté ce secteur. Donc ça, je me place du point de vue américain. Et puis, globalement, et de manière assez paradoxale, puisque quand même le mantra de Trump, c'est de dire j'ai un déficit commercial et ça veut dire que j'ai une concurrence déloyale, etc. Eh bien, le déficit commercial, malgré cette carte commercial n'a pas du tout diminué, baissé. Au contraire, il a continué à se creuser. On était autour de 600 milliards dans 2018-2019. On est aujourd'hui à 920 milliards de déficit pour les biens et services et 1200 milliards si on regarde que le secteur des biens. Donc voilà, premier élément. Si on regarde sur l'Europe, bien évidemment que ça aura un impact dans la mesure où, hors Union européenne, puisqu'on commerce essentiellement entre nous, les États-Unis sont le premier partenaire commercial de l'Europe, avec à peu près 530 milliards d'exportations, avec quand même des divergences entre pays, des pays qui sont plus ou moins exposés à ce relèvement de droits de douane. On pense bien évidemment à l'Allemagne, ça représente les exportations vers les États-Unis, c'est quasiment 4% du PIB allemand, et puis on a aussi l'Italie et la France, avec des impacts sectoriels assez différenciés. Si on regarde du côté de l'Allemagne, c'est plutôt l'automobile, la chimie, la pharmacie. Et si je suis du côté français, voilà, ce qui risque d'être impacté, c'est plutôt le secteur de l'agroalimentaire, vin, spiritueux, le fromage, également la cosmétique, et puis aussi l'aéronautique. Et puis si je regarde plus largement, c'est quand même des perturbations sur toutes les chaînes de valeur au niveau mondial. On parle beaucoup des chaînes de valeur sur le continent américain, notamment dans la filière automobile, puisqu'on sait que les composants pièces détachées, ça fait un peu saut de frontière et plusieurs fois. Donc si à chaque fois vous appliquez 25% de droits de douane, vous imaginez les coûts supplémentaires et les perturbations que ça occasionne. Donc oui, effectivement, ça peut être aussi un élément très perturbateur sur la production mondiale. Et puis, dernier élément, parce que je pense que c'est assez fondamental et on oublie de le dire, c'est que ces mesures un peu erratiques, ces allers-retours sur les droits de douane, c'est source d'une énorme incertitude. Et l'incertitude, c'est jamais bon pour la croissance. Donc, autrement dit, on est vraiment dans un jeu à somme négative où tout le monde est perdant. Merci beaucoup. Et
Selon vous, quelle forme pourrait prendre la riposte européenne? Cela pourrait-il modifier les relations commerciales entre l'Europe, la Chine et d'autres marchés émergents? Alors, si on regarde déjà, elle a déjà eu lieu, puisque donc on a eu cette entrée en vigueur des droits de douane sur l'acier et l'aluminium, 25% de droits de douane, et la réponse européenne a été assez immédiate. Alors, sachant qu'il y a eu, ça a été pensé de manière, je pense que ça fait longtemps qu'on y pense, et puis on a eu l'expérience de la première guerre commerciale avec les produits qui sont ciblés. Ce sont des produits qu'on pourrait qualifier de politiquement sensibles. Voilà, parce qu'ils sont symboles de l'Amérique, les Harley-Davidson, le beurre de cacahuète, etc., et j'en passe, mais aussi parce qu'ils sont produits dans des États qui sont à majorité républicaine et qui ont voté beaucoup pour Trump. Donc on essaie de viser aussi l'électorat de Trump, sachant que bien évidemment, il va falloir quand même faire très attention à ce que on cible bien ces mesures et qu'on évite un phénomène d'escalade. On n'a pas intérêt à se punir soi-même, alors même que ce sont les États-Unis qui aujourd'hui s'infligent une punition. Puis je crois qu'il est important de noter que ces droits de douane, c'est pas simplement, du point de vue de Trump, on a dit, c'est un moyen dans les négociations, c'est de rentrer dans le rapport de force et pas toujours sur des questions uniquement commerciales. On voit bien aujourd'hui que Trump a l'idée que ça peut être un moyen de pression sur les Européens pour alléger leur réglementation sur les services numériques. Donc s'attaquer aux GAFAM. Donc c'est quelque part, c'est de se dire touchez pas à mes GAFAM et moi je verrai au niveau de votre commerce. Et de là, de ce point de vue, on a un outil qui est très puissant qui s'appelle l'instrument anti-coercition pour justement éviter ce phénomène de chantage et être vraiment dans une arme de dissuasion et qui est quand même un outil assez puissant puisque ça vous permet de faire des restrictions au commerce, aux investissements directs étrangers, également à l'accès au marché public. Donc voilà, c'est une forme de bazooka. Alors je ne suis pas sûre qu'on l'utilise, mais à tout le moins, ça peut être une arme de dissuasion. Et puis peut-être pour répondre à votre question, on peut imaginer les choses de manière un petit peu plus positive. Donc les exportations vers les États-Unis hors UE, c'est à peu près 20% des exportations de l'Europe. Ça veut dire qu'on a le 80% restant. Donc on peut travailler à renforcer nos relations commerciales avec le reste du monde, avec des pays tiers, au travers de partenariats, d'accords de libre-échange. On a aujourd'hui, qui n'est pas encore ratifié, mais le traité de libre-échange du Mercosur. Et puis il y a l'idée alors qui émerge. On parle beaucoup aujourd'hui de ce qu'on appelle des coalitions de volontaires. Ça serait l'idée de construire ces formes de coalitions avec des pays qui sont également très affectés commercialement par ce qui se passe aux États-Unis et qui... comme ils ont profité de la mondialisation telle qu'elle existait, de mondialisation sur les règles, eh bien, ça serait l'idée de repenser sur ces règles, de redéfinir un peu les règles, de renouer des partenariats et de maintenir en fait ce système commercial au niveau multilatéral. Mais c'est vraiment cette idée d'aller chercher d'autres marchés, en tout cas d'approfondir nos relations commerciales, y compris d'ailleurs avec la Chine. La porte a été ouverte par Ursula von der Leyen au forum de Davos. Et inversement, on a une réponse aussi dans ce sens de la part de la Chine, tout en n'étant pas naïf. On en discutait avant il faut aussi que la Chine se conforme à un certain nombre de ces règles, que ce soit en termes de loyauté, de réciprocité également de propriété intellectuelle, etc. Merci. On avait beaucoup de questions via le chat sur les nouveaux risques auxquels les entreprises exploitatrices ou implantées à l'étranger sont confrontées aujourd'hui dans ce contexte particulier. Alors oui, je ne vais pas faire peur, c'est pas le but aujourd'hui. Non, ce que l'on voit, c'est, de toute façon, on a dit, ces politiques très erratiques de la part de Trump sur les droits de douane, ça peut bousculer et assez vite les modèles économiques des entreprises, puisque ça a des impacts sur la rentabilité et la compétitivité de ces entreprises. Donc ça, c'est le premier élément. On a vu aussi que c'est des éléments perturbateurs des chaînes de valeur globales, ce qui amène aussi à repenser
repenser l'organisation de ces chaînes de valeur. Alors on va vers plus de relocalisation, de régionalisation de ces chaînes de valeur pour les rendre aussi plus autonomes. Mais ces réorganisations, elles ont aussi un coût, donc à prendre en compte. Et puis je dirais qu'il y a d'autres choses qui vont être aussi impactées, peut-être l'environnement réglementaire, l'environnement juridique de conformité, puisque ça peut aussi constituer une arme un peu, de mettre de barrières à l'entrée, donc ça peut être un peu plus volatile. Donc il faut se préparer à vivre dans un environnement peut-être plus complexe de ce point de vue-là. Et puis aussi, il faut faire attention, alors on en parle peu, mais bon, je pense qu'il faut quand même regarder, c'est ce risque de réputation, puisqu'on rentre quand même dans un environnement éminemment complexe. On est un peu dans des logiques, alors je dirais un peu binaire, pays ami, pays ennemi, où on peut se retrouver dans des relations compliquées, ou une opinion publique qui critique les choix qu'on peut faire de commercer avec un certain nombre de pays. Voilà, comme on l'a vu avec la Russie à un moment donné. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces risques, et je dirais qu'aujourd'hui, le maître mot qui s'impose dans cet environnement, c'est diversification. Et diversification à la fois en termes de débouchés, mais aussi en termes de sources d'approvisionnement sur ces chaînes de valeur. Oui, on en a un peu parlé. Bon, on va parler des risques, mais là, ça crée aussi, cet environnement crée des opportunités intéressantes. Est-ce que vous pouvez développer un peu, parce que c'est intéressant, c'est l'aspect positif de cette situation, et qui pour nos auditeurs, ça serait intéressant d'avoir de votre point de vue. Alors, je laisserai Ludovic développer. Je regardais vraiment d'un point de vue plutôt très, très macro, bien évidemment. Alors, je dirais qu'il y a beaucoup d'opportunités. L'Asie du Sud-Est, typiquement, c'est une zone de croissance où on a aussi une montée en gamme au niveau industriel. On parle beaucoup à cet égard aussi, par exemple, du Vietnam, où on cherche des alternatives à la Chine et qui bénéficie en fait de cette rivalité stratégique entre la Chine et les États-Unis. On a un acteur qui aujourd'hui devient un petit peu incontournable qui s'appelle l'Inde, aussi comme alternative potentielle à la Chine, mais aussi parce que c'est le pays le plus peuplé, on a une population jeune, on a un marché intérieur qui est en expansion, et puis on a des velléités de réforme dans le pays pour améliorer le climat des affaires. Mais après, on a des opportunités en Afrique sur tout ce qui concerne les secteurs de transition écologique, toutes les technologies vertes, sur les services également. On a une zone qui cherche à se diversifier, qui s'appelle le Moyen-Orient, donc les pays du Golfe, où c'est pareil, on peut avoir des opportunités sur les énergies renouvelables, mais aussi sur le tourisme. Et puis, on a vu traité de libre-échange avec l'Amérique latine, avec le Mercosur. Et puis, si on regarde plus proche de chez nous, on a tous ces pays d'Europe centrale et orientale, alors qui sont soit déjà membres de l'Union européenne ou en voie d'adhésion, qui sont aussi des zones de croissance assez prometteuses. Ils ont une main-d'œuvre qualifiée, compétitive, et puis ils ont accès au marché européen. Donc, on voit qu'il y a de multiples opportunités qui peuvent se dessiner. Et je dirais que si on regardait du point de vue peut-être sectoriel, c'est se dire tout ce qui concerne la transition écologique. C'est un impératif qui se présente à nous. Et donc, toutes les entreprises qui ont des solutions un petit peu innovantes sur ces sujets-là, oui, ont de multiples opportunités sur beaucoup de marchés. Merci beaucoup. Alors, je vais passer un peu la parole à Ludovic Pau. Je rappelle que vous êtes donc directeur de la diplomatie économique de la France et que vous avez été précédemment à Rabat comme ministre conseiller, puis directeur adjoint zone Afrique du Nord, Moyen-Orient. Et puis, vous avez été plus récemment ambassadeur de France donc aux Émirats et en Arabie Saoudite. Vous étiez il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, un grand merci d'être là. Et donc, en écho à ce que disait Isabelle, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre sentiment concernant le contexte géopolitique et puis les répercussions pour les entreprises françaises? Merci beaucoup, Aymeric. Écoutez, beaucoup a été dit déjà par Isabelle, mais je pense que ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous regardent sont conscients qu'on est à un tournant de l'histoire. On a connu plusieurs chocs. On a eu 2020, le choc du Covid. On a eu le 24 février 2022, le choc de l'invasion russe en Ukraine. Et puis, on a un troisième choc qui vient d'arriver, qui est le 20 janvier 2025, le retour de Trump au pouvoir. Et ces chocs, je dirais, ébranlent, et en particulier le dernier,
l'Europe dans ses certitudes. D'abord, la certitude de la sécurité. Le président de la République, dans son adresse aux Français, l'a dit très clairement, nous avons une menace qui est clairement identifiée, qui est une menace russe, qui ne concerne pas que l'Ukraine, qui concerne toute l'Europe. Et nous avons, en parallèle de cette menace russe, eh bien, un abandon, un lâchage américain et potentiellement un OTAN qui devient une forme d'astre mort. La deuxième certitude qui est ébranlée aujourd'hui, c'est celle finalement du caractère irréversible de nos démocraties. Le président de la République l'a également rappelé. Nos démocraties sont aujourd'hui soumises à un tir nourri d'attaques. On l'appelle guerre hybride, les ingérences dans les élections. On l'a vu en Roumanie récemment. Et donc, l'idée que nos valeurs, finalement, qu'on qualifiait d'universelles, puissent se répandre sur la terre entière et être au cœur du projet européen, eh bien, cette idée-là est menacée aujourd'hui. Et on voit la montée de discours idéologiques radicaux, on voit la montée de l'illibéralisme, y compris au sein de l'Europe. Et donc, troisième certitude ébranlée, c'est celle, je dirais, du commerce, du libre-échange, comme garant de stabilité et de prospérité. Alors, les guerres commerciales, évidemment, ne sont pas nouvelles. On a eu l'occasion d'en parler. On a eu 2018, déjà, avec Trump 1. Nous avons, évidemment, avec la Chine aussi, un certain nombre de difficultés sur la mise en œuvre de ce qu'on appelle le level playing field, donc une concurrence équitable. Mais ce qu'on voit avec Trump depuis un mois, et ce qu'Isabelle a qualifié d'incertitude, effectivement, c'est peut-être malheureusement aussi la certitude que le système commercial international tel qu'on l'a connu ces 80 dernières années, eh bien, est mort. Et donc, face à tout ça, la question qui nous est posée, c'est comment réagir. Isabelle a déjà évoqué quelques sujets. Je pense que l'Europe est en capacité aujourd'hui de montrer qu'elle est une puissance, qu'elle peut avoir une autonomie stratégique, et elle l'a démontré. On l'a vu pendant le Covid, on l'a vu aussi pendant le début de la guerre en Ukraine, la réactivité des Européens, la manière dont les Allemands aussi, les Suédois, les Finlandais ont réagi, et donc collectivement nous sommes capables de ça. Le Conseil européen extraordinaire de la semaine dernière, donc, qui a, avec l'annonce de 800 milliards d'euros d'investissement dans le réarmement de l'Europe, dans l'effort de défense, montre que nous savons être unis et réactifs. Sur le plan commercial, nous l'avons montré avec la Chine, lorsque nous avons institué des droits de douane sur les véhicules électriques chinois. Droits de douane qui ne visaient pas à exclure les véhicules électriques chinois du marché européen, mais simplement rétablir un équilibre pour sauver aussi l'industrie automobile européenne. Hier, vous l'avez dit, nous avons montré aussi à la fois de la fermeté, de l'unité et de la réactivité, puisque nous avons immédiatement institué des droits de douane sur des produits américains en réponse à ce que Trump a engagé. La réalité, c'est que cette guerre commerciale ne fera que des perdants. À commencer par les États-Unis. Nous allons voir aux États-Unis, évidemment, une montée de l'inflation. Ça a été bien décrit par Isabelle. Nous verrons également que les États-Unis risquent de se priver d'un marché de 450 millions d'habitants. Et donc, il y a un danger majeur, bien sûr, pour les entreprises européennes, mais aussi et surtout pour les entreprises américaines. Et d'ailleurs, on voit ce va-et-vient, ce yo-yo de l'administration Trump sur les droits de douane montre que c'est un peu chaotique, et qu'il réagit aussi au fait que le Dow Jones peut s'effondrer à tout moment, et on parle même de récession aux États-Unis. Donc face à tout ça, moi je dirais qu'il y a une triple approche qui est la nôtre, qui a été aussi décrite par Isabelle, qui est d'abord un effort de conviction, donc parler, ouvrir tous les canaux de dialogue possibles avec l'administration américaine. Le président a commencé à le faire en se rendant à Washington il y a quelques semaines, pour évidemment essayer de les convaincre que cette guerre commerciale ne mène nulle part et finalement ne fera qu'un seul gagnant, c'est la Chine. Deuxième effort, c'est celui de la dissuasion. Nous avons des outils, on l'a montré hier, nous avons l'outil anti-coercition qui peut être aussi mis en œuvre, on espère qu'il ne le sera pas, mais il est à notre disposition et les Européens peuvent l'engager. Et puis nous avons, et ça a été évoqué également, et c'est absolument essentiel dans notre diplomatie aujourd'hui, cet effort de diversification, d'élargissement des partenariats.
il est évident que le monde aujourd'hui n'est pas un monde qui a envie de choisir entre la Chine et les États-Unis. Et donc, nous avons, je dirais, un boulevard, nous Européens, et France en particulier, pour ouvrir des partenariats avec de nouvelles régions du monde. Ça passe par des accords de libre-échange, ça passe par des partenariats stratégiques globaux que nous pouvons nouer avec des grands émergents, parce que la prophétie autoréalisatrice de M. Poutine, consistant à dire « the West versus the rest », donc l'Occident contre le monde entier, eh bien, nous n'y croyons pas. Et nous pensons que dans le reste du monde, y compris chez les BRICS, eh bien, il y a un certain nombre de partenaires qui veulent avoir cette relation privilégiée avec l'Union européenne. Alors, en parallèle de cette démarche, nous devons aussi faire notre travail domestique, je dirais, entre Européens, pour renforcer notre compétitivité. C'est le maître mot. Ça fait des années que la France le réclame à Bruxelles. Il y a eu le rapport Draghi, le rapport Letta, la boussole de compétitivité qui a été annoncée par la Commission en janvier, la nouvelle Commission. Et ça passe par un certain nombre de mesures qui sont pour nous absolument essentielles. D'abord, une politique énergétique réinventée. On sait qu'un des grands défis de l'Union européenne, notamment par rapport aux États-Unis, c'est le coût de l'électricité, le prix de l'énergie. Nous avons, nous, la chance française d'avoir l'énergie nucléaire. Je relève, après les derniers soubresauts, que le nouveau pouvoir allemand pourrait rouvrir le débat sur le nucléaire. C'est un pas absolument gigantesque. Et donc, il faut pouvoir avancer collectivement à 27 sur... Évidemment, l'abandon des dépendances, donc on a commencé avec la Russie, on continuera, on a parlé de la transition énergétique, et il faut également que nous puissions renforcer notre autonomie énergétique. Donc ça, c'est un premier chantier absolument important. Le deuxième chantier, c'est la sécurisation de nos approvisionnements et la rupture avec un certain nombre de dépendances. Donc là, c'est toute la question des chaînes de valeur et comment l'Europe, finalement, arrive à se positionner aussi en matière de réindustrialisation, de souveraineté industrielle. Quatrième impératif, c'est évidemment l'innovation et l'investissement dans l'innovation. C'est comment on arrive, Européens, à éviter d'être siphonnés technologie, innovation par les capitaux américains. Et ça, ça implique, et au Crédit Agricole, vous êtes bien placé pour le savoir, une réflexion à engager très rapidement sur le marché unique des capitaux et sur la manière dont on utilise l'épargne européenne pour investir sur l'innovation. On en parle sur la défense aujourd'hui. Il faut évidemment protéger nos innovations. Et le dernier point, c'est le chantier de la simplification. Moi, j'entends beaucoup d'entreprises qui me disent on est assommés par la réglementation européenne. Eh bien, nous avons, nous Français, conduit avec nos partenaires un travail qui a conduit qui a mené à ce fameux omnibus de simplification fin février annoncé. Oui. Alors, certains me diront ce n'est pas suffisant. C'est un premier pas important parce que ça vise à réduire le fardeau administratif et réglementaire qui pèse sur les entreprises sans pour autant tomber dans le piège de la déréglementation tous azimuts qu'on peut voir notamment aux États-Unis. Parce que la réglementation, elle nous protège. D'abord, elle est indispensable compte tenu de nos valeurs, compte tenu des enjeux en matière de respect de droits humains, en matière d'environnement, de lutte contre le changement climatique, mais aussi parce que c'est une sécurité juridique. Et nous avons aussi vocation, nous, Européens, à être dans l'exemple. Et dernier point, je dirais que les Européens doivent aujourd'hui, plus que jamais, être la boussole du multilatéralisme. On voit des attaques sur le multilatéralisme partout, notamment en provenance des États-Unis. Or, le multilatéralisme, il faut le rappeler à tous, a aidé à sortir des pays de la pauvreté. Aujourd'hui, le fait que USAID soit démantelé par l'administration Trump a des impacts absolument désastreux sur tous les continents, sur des programmes entiers d'appui aux populations, sur la santé, sur l'éducation. Et donc, l'Europe, évidemment, doit garder très haut ce flambeau de la défense du multilatéralisme et le faire, comme ça a été mentionné, avec beaucoup de pays qui sont comme nous et qui savent que pour répondre aux enjeux globaux, que ce soit le climat, que ce soit la biodiversité, les problématiques de santé globale, eh bien, nous ne pourrons le faire qu'ensemble. Pour éviter aussi cette fragmentation du monde qui nous menace. Et donc, sur tous ces enjeux, soyez assurés que le ministère des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot et son équipe, eh bien, sont totalement mobilisés. Et ça se traduit aussi par des déplacements à la fois sur les enjeux multilatéraux, évidemment G7, G20. Nous aurons la présidence française du G7 dans un an. Et tous ces sujets seront sur la table. Nous voulons pouvoir être un moteur, à la fois en Europe et dans le monde, sur la défense du multilatéralisme.
multilatéralisme. Merci beaucoup. Peut-être si vous pouvez nous rappeler un peu, parce que on voit l'importance de la diplomatie économique, et je ne suis pas persuadé que l'organisation, que tout le monde connaisse l'organisation, comment ça s'articule. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu, au sein du ministère des Affaires étrangères, quelles sont vos missions et quelle est la mise en action de cette diplomatie économique ? Volontiers, et ça me permet de parler aussi de la résilience du modèle français. Donc le ministère des Affaires étrangères a beaucoup de missions au service de nos compatriotes, évidemment au service d'abord de nos 3 millions de compatriotes qui sont résidents à l'étranger. Donc nous sommes un service public de proximité, mairie, préfecture, etc. Nous sommes au service de la protection des Français, à la fois à l'étranger en cas de crise, mais aussi et naturellement en France, puisque nous luttons contre le terrorisme avec nos partenaires. Et nous sommes au service de nos entreprises. Sous plusieurs angles. Le premier angle, c'est le soutien aux grands contrats civils et militaires que tout l'outil diplomatique et politique français apporte aux entreprises sur l'ensemble des géographies. Le deuxième, c'est le soutien à l'internationalisation des PME, ETI, start-up françaises. On constate malheureusement que nos amis allemands et italiens ont plus le réflexe de l'export que les Français. Alors, on progresse. Je suis heureux qu'à l'automne dernier, nous ayons franchi la barre symbolique des 150 000 entreprises exportatrices françaises. On n'est pas encore aux 200 000 oui, qui était la cible fixée dans le plan Oser l'export annoncé en 2023, mais j'ai bon espoir que nous y arriverons. Nous sommes évidemment avec nos partenaires de la Team France Export, comme on l'appelle, donc Business France, BPI, les CCI, totalement mobilisés en soutien à nos entreprises, notamment les primo-exportateurs, mais pas que, pour aller sur de nouvelles géographies, et on pourra éventuellement en reparler. Et nous sommes dans la préparation, aujourd'hui, très active, du Conseil présidentiel du commerce extérieur, qui a été annoncé par le président de la République, qui sera précédé des assises de la politique commerciale que Laurent Saint-Martin va présider dans quelques jours, et va lancer dans quelques jours. On a aujourd'hui la volonté, dans ce contexte géopolitique bouleversé, d'accompagner encore davantage nos entreprises à l'export parce que c'est là qu'elles vont aller chercher des points de croissance. Deuxième axe sur lequel nous travaillons au quotidien, c'est renforcer l'attractivité du territoire français. Alors, on sait que 2024 a été une année compliquée, mais nous sommes résilients. Les derniers baromètres qui sont sortis, les chiffres qui ont été annoncés par Business France montrent que nous sommes résilients. 1688 décisions d'investissement l'an dernier, créant près de 40 000 emplois. C'est un peu moins qu'en 2023, qui était une année record, mais c'est mieux que les années pré-Covid. Et dans un contexte où, sur l'ensemble des pays de l'OCDE, il y a une baisse de l'investissement étranger. Donc la France est résiliente par ses talents, elle est résiliente par son écosystème d'innovation, elle est résiliente aussi par sa formation, par l'accompagnement que nous faisons au quotidien des investisseurs sur le foncier avec les collectivités locales, etc. Donc ça, c'est très important. Et nous sommes là aussi dans la préparation, dans la dernière ligne droite, avant le prochain sommet Choose France, qui aura lieu en mai, comme chaque année, et qui, je l'espère, confortera le positionnement de la France comme un des pays les plus attractifs en Europe pour les investisseurs étrangers. Troisième axe de travail, c'est un axe plus stratégique, qui consiste en fait à renforcer la sécurité de nos approvisionnements sur des filières aujourd'hui majeures que sont les métaux critiques, évidemment la santé, le nucléaire et donc l'aéronautique, l'automobile. Et donc comment faire en sorte que nous puissions, par des partenariats avec des pays étrangers, en diversifiant aussi nos sources d'approvisionnement, aider nos filières dans le cadre de la stratégie France 2030, qui consiste évidemment non seulement à les protéger, mais à les renforcer pour la réindustrialisation de notre pays. Deux derniers points. Nous travaillons avec mon équipe et le reste du ministère à renforcer, je dirais, les intérêts français au niveau normatif international. C'est comment promouvoir les valeurs françaises, les principes français sur la lutte contre la corruption, la propriété intellectuelle, les problématiques de lutte contre le blanchiment des capitaux, etc. Ça passe aussi par tout l'arsenal des sanctions économiques que nous avons mis en place, notamment contre la Russie, mais aussi contre d'autres pays quand nous sommes attaqués. Et enfin, dernier point, nous travaillons sur le rayonnement de la France.
Moi, quand je regarde aujourd'hui les médias, j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu les JO, qu'on n'a pas eu Notre-Dame. Il faut être fier de ce qu'on a été capable de réaliser dans une période quand même très compliquée sur le plan national et international. Et ça, c'est à mettre au crédit du génie français. Nous aurons dans quelques semaines l'ouverture du pavillon France à l'exposition universelle d'Osaka au Japon, qui sera aussi pendant 6 mois une vitrine de ce que nous savons faire de mieux en termes d'innovation, en termes de solutions pour la transition énergétique, sur le spatial, sur l'intelligence artificielle, sur le quantique. Bref, tout ce que nous savons aujourd'hui faire et que finalement, probablement nos compatriotes n'ont pas totalement conscience de ce que la France peut apporter, non seulement à l'économie nationale, mais aussi au monde en termes de solutions et d'innovation. C'est important de le rappeler, on est un grand partenaire de Business France et BPI France et on peut témoigner de l'efficacité de la Team France Export avec laquelle on travaille au quotidien. Donc c'est très important de rappeler tout ce dispositif. Si vous pouvez nous dire un mot peut-être sur... parce que je crois qu'on a le 3e réseau diplomatique au monde, après les États-Unis et la Chine, je pense. Ouais, c'est ça. Donc quels sont les moyens un petit peu déployés par l'État pour accompagner les entreprises à l'étranger? C'est peut-être important de les rappeler. Alors effectivement, parce que là j'ai décrit les grandes missions, maintenant qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc vous l'avez rappelé, on a un réseau diplomatique unique. On a aussi depuis 2018 mis en place ce qu'on appelle la Team France Export, à la fois en France, en amont je dirais, et dans les postes à l'étranger, en aval. Donc cette Team France Export, c'est mettre les CCI, Business France, BPI ensemble, pour aller d'abord aider les entreprises à identifier leurs besoins et les potentiels marchés sur lesquels elles pourraient exporter. Donc ça se fait essentiellement en région et ça se fait, je dirais, par des accompagnements individuels, par des accompagnements collectifs, par du coaching, du mentoring. Les entreprises, parfois, ne connaissent pas suffisamment ce dispositif. Un des enjeux du Conseil présidentiel du commerce extérieur, ça va être justement de renforcer ce dispositif, sa visibilité, et de faire en sorte, dans des contraintes, avec des contraintes budgétaires qu'on connaît tous, d'être plus efficace au service des entreprises. Et évidemment, en aval, et je suis bien placé pour le savoir, puisque j'étais ambassadeur pendant 7 ans, et l'ambassadeur, c'est le chef d'orchestre de cette équipe France de l'export dans les pays où nous sommes. Et donc, nous travaillons à mettre en cohérence les actions des chambres de commerce, des équipes de Business France, des équipes de BPI, mais aussi des OSCI, mais aussi des délégations qui viennent portées par le secteur privé. Je pense au MEDEF en particulier, qui est extrêmement actif et qui se coordonne parfaitement avec nous. Et tout ça se fait dans un contexte de compétitivité complexe parce que la concurrence est partout. Tous les marchés qui ont été d'ores et déjà mentionnés sont des marchés ouverts où même si nous avons des relations politiques fortes avec l'ensemble de ces pays, eh bien ça ne suffit pas. Et donc il faut un accompagnement des entreprises et il faut que les entreprises osent l'export et ce réflexe de l'export. Donc un des enjeux du Conseil présidentiel, ça va être de renforcer la culture de l'export aussi auprès de nos entreprises, nos PME. Les Italiens, les Allemands ont l'habitude de chasser en meute. J'aime pas trop cette expression, mais en tout cas, moi, je parle beaucoup d'équipe France et je pense que dans ce contexte international difficile, eh bien, l'équipe France, elle est là pour accompagner les entreprises. Et évidemment, les ambassades, l'ambassadeur, les services économiques, les attachés sectoriels, douaniers, agricoles, santé que nous avons dans nos ambassades, eh bien, sont là aussi pour donner du conseil, pour aider aussi concrètement les entreprises à parfois résoudre des difficultés. Ça peut être ouvrir des portes de ministères, ça peut être faire passer des démarches sur des délais de paiement ou des arriérés de paiement, ça peut être des enjeux réglementaires. Et donc, sur tous ces sujets, soyez assurés que tout le ministère, avec ses partenaires, est complètement mobilisé au service de nos entreprises. Moi, ma porte en tant qu'ambassadeur était toujours ouverte à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Sur un marché comme l'Arabie Saoudite, qui était un marché fermé, non diversifié, où l'accélération a été très très rapide en l'espace de quelques années, il est évident que les entreprises en France n'avaient peut-être pas conscience de ce qui se passait sur le terrain. Et donc moi, je dis aux entreprises, oser l'export, ça veut dire d'abord et avant tout prendre son bâton de pèlerin et aller sur un marché, évidemment se préparer en France, et ensuite aller sur un marché
prendre les conseils de l'ambassade, de la Team France, des conseillers français du commerce extérieur, qui jouent un rôle absolument fondamental aussi de coaching et de conseil auprès des entreprises. Et donc, tout ce dispositif, je dois vous le dire, après des années à passer à l'étranger, tous nos partenaires nous l'envient. Et si je peux ajouter juste un dernier point, le dispositif des VIE. Les VIE, les volontaires internationaux en entreprise, c'est un dispositif unique au monde. Aucun pays n'a mis ça en place. Et c'est plébiscité par les entreprises. C'est 12 500 VIE dans le monde. Gérés par Business France. Gérés par Business France, avec une prise en charge financière aussi partielle par l'État. Et ce sont des jeunes talents qui sont aussi nos ambassadrices, nos ambassadeurs de notre excellence dans les pays où ils exercent. Et souvent, d'ailleurs, ces VIE sont embauchés par les entreprises dans lesquelles ils ont commencé leur carrière. C'est important de rappeler toute cette implication de notre réseau diplomatique au profit et en faveur de notre économie. C'est assez unique, tous les réseaux. C'est pas partout pareil. Donc, je peux en témoigner. Je l'ai vécu dans 4 pays différents et c'est vrai que l'implication du corps diplomatique est extrêmement forte en matière économique et c'est vraiment un atout. Une question peut-être aussi sur les régions, qu'on en a un petit peu parlé, mais les régions pas prioritaires, mais sur lesquelles les entreprises peuvent miser aujourd'hui dans le monde. Voilà, quelles sont la vision un peu de notre diplomatie économique? Écoutez, il faut aller chercher la croissance là où elle se trouve. Donc là où elle se trouve, ça a été mentionné, c'est l'Asie du Sud-Est. C'est une zone en pleine croissance, c'est un marché de 700 millions quand même d'habitants. Et c'est une géographie sur laquelle nous allons investir politiquement, économiquement, massivement dans les prochaines années. J'étais moi-même au Vietnam il y a quelques mois. J'étais en Inde, pays qui est un partenaire stratégique majeur de la France et de l'Europe, avec lequel nous allons aussi construire ce grand projet de corridor logistique IMEC, India, Middle East, Europe Economic Corridor, qui doit permettre aussi de diversifier nos sources d'approvisionnement et de renforcer les liens entre Asie et Europe via notamment le Golfe. Donc le Golfe, c'est une autre zone extrêmement dynamique et importante. Moi, j'encourage les entreprises à aller aux Émirats qu'elles connaissent bien, mais aussi dans les autres pays du Golfe, et en particulier en Arabie Saoudite, qui est le gros marché aujourd'hui de cette région. Et c'est une géographie aussi sur laquelle nos autorités investissent politiquement, avec des partenariats stratégiques qui sont conclus avec ces pays. Le président de la République était en visite d'État en Arabie il y a quelques mois. N'oublions pas l'Afrique, c'est un continent très important. Le président de la République était au Maroc en visite d'État aussi il y a quelques mois. Et le Maroc est clairement une porte d'entrée sur le continent africain. L'Amérique latine, ça a été mentionné. Nous avons dans quelques semaines des visites importantes au Mexique, au Pérou. Nous avons eu des visites évidemment au Brésil, au Chili, en Argentine avec le président de la République. Et on voit bien un potentiel qui est encore sous-exploité par les entreprises. Sur notre voisinage proche, je dirais... Les Balkans sont une zone tout à fait intéressante. Et puis, de manière, je dirais, alors là, peut-être un peu paradoxale, j'encourage aussi les entreprises à regarder de près ce qu'on peut appeler les marchés de pays en sortie de crise. Si on regarde les enjeux de reconstruction dans un pays comme le Liban, comme la Syrie et l'Ukraine, nous étions il y a quelques jours avec la vice-première ministre ukrainienne pour évoquer justement la manière dont les entreprises françaises peuvent d'ores et déjà contribuer à la résilience de l'Ukraine et demain à la reconstruction de l'Ukraine. Et le ministère des Affaires étrangères a mis en place un fonds de 200 millions d'euros qui a été attribué à 19 lauréats pour des projets précisément sur la résilience énergétique, santé, mobilité, etc. Donc, voilà, ce sont aussi des marchés qui sont importants et là, pour le coup, le ministère des Affaires étrangères peut accompagner, y compris sur les enjeux de sécurité, sur les enjeux d'analyse géopolitique, nos entreprises sur ces géographies qui peuvent paraître un peu difficiles, mais qui sont en fait aussi très prometteuses. Merci beaucoup.
très, très riche. Il y a quelques questions, il y en a beaucoup de questions qui s'affichent. Il y en avait une qui était intéressante qu'on avait reportée, c'était sur les... c'est peut-être plus pour vous, Isabelle, sur les opportunités potentielles liées au revirement américain vis-à-vis de la transition énergétique. Voilà. Peut-être ça. Alors oui, effectivement, on sait que Trump, il est notoirement climato-sceptique. Maintenant, dans les politiques publiques, il n'est plus question de parler de climat. Aux États-Unis, on supprime carrément le mot. Et puis, c'est symbolisé aussi par son slogan, c'est drill, baby drill. Donc, c'est du forage pétrolier à tout prix. Donc, on voit bien qu'il y a une espèce de retour en arrière. Alors, pas totalement, parce qu'il y a beaucoup de politiques qui se font au niveau des États et qu'il y a des États qui ne vont pas du tout abandonner la transition, écologique, sachant même sur l'Inflation Reduction Act qui donnait la part belle, donc c'était cette loi qui donnait la part belle aussi aux énergies renouvelables. Bon, il y a des velléités de revenir un peu en arrière, mais pas tant que ça, parce qu'il y a aussi beaucoup d'États républicains qui étaient concernés par toutes ces subventions et qui n'ont pas vraiment envie de revenir en arrière. Donc il ne faut pas complètement ne pas parier sur le fait qu'il y ait un retrait total sur ces sujets des Américains. Mais à tout le moins, ça peut permettre à l'Europe de reprendre une position de leadership sur ces questions. Alors, on aura peut-être moins de normes au niveau mondial, mais du coup, comme on est une puissance normative, on peut chercher à exporter en fait nos normes. Alors, les simplifier, bien évidemment, puisqu'on voit bien qu'on ne faut pas rentrer avec un boulet dans cette compétition sur les énergies vertes, sur les technologies vertes. Il ne faut pas venir avec un boulet au pied, donc il faut probablement amener de la simplification et un certain allègement et revoir peut-être les calendriers. Mais à tout le moins, on peut devenir vraiment cette puissance bienveillante sur les sujets du climat. Et puis, je suis très contente que Ludovic ait parlé en termes de priorité de l'énergie. D'abord, si on se rappelle, la construction européenne, elle a débuté avec la CECA, le charbon. Donc, c'était centré sur l'énergie, que le principal écart de compétitivité que l'on a aujourd'hui, par exemple, avec les États-Unis, c'est sur le sujet de l'énergie, et qu'on peut, en fait, avec cette transition énergétique, on peut, en fait, satisfaire un double objectif. C'est à la fois gagner en termes d'indépendance, et puis aller aussi vers une énergie plus décarbonée. Donc oui, je pense qu'il faut travailler sur cette union de cette Europe de l'énergie, au même titre que l'Europe de la défense, l'Europe de l'énergie. Oui, il y a vraiment un sujet pour lequel, je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer, et d'autant plus qu'effectivement, on a plutôt une forme de retrait des États-Unis. Et qu'il y a des attentes du reste du monde, bien évidemment. Et là, sur ces sujets-là, on peut trouver des zones de collaboration avec le reste du monde. Le reste du monde n'a pas envie d'abandonner les règles du multilatéralisme qui leur ont été très bénéfiques. Les pays émergents, les grands émergents ont profité. Il y a une grosse partie de la population qui a été extraite de la pauvreté grâce à la mondialisation. Et puis également sur des enjeux de transition écologique, parce qu'ils en subissent, et ils vont être les premiers à en subir les effets. Donc je pense qu'il y a vraiment des zones de coopération qui sont là et sur lesquelles il va falloir travailler et les faire fructifier. Merci beaucoup. Vous en avez pas un peu parlé tout à l'heure, mais si on peut revenir un peu sur l'Afrique, parce que on voit que nos banques françaises se sont un peu désengagées. Nous avons beaucoup de demandes de nos clients. Il y avait un certain nombre de questions sur l'Afrique, sur le potentiel de croissance de ce continent, potentiel important. Si vous pouvez vous dire quelques mots. Alors, je suis heureux que vous posiez la question, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est aujourd'hui au cœur de nos priorités. On voit bien dans les médias le French bashing, donc le fait que la France est expulsée d'Afrique, c'est très caricatural. Il y a un certain nombre de pays avec lesquels nous avons aujourd'hui effectivement des difficultés, et c'est pas ceux vers lesquels nous encouragerions nos entreprises à aller prospecter. En revanche, nous sommes encore extrêmement présents en Afrique, et nos entreprises ont renforcé leur présence en fait ces dernières années. Si je prends les chiffres, nous sommes le deuxième investisseur aujourd'hui en Afrique, avec 47 milliards d'euros de stock en 2024. C'est énorme. Nous avons doublé le nombre d'entreprises françaises présentes en Afrique en l'espace de quelques années. Nous sommes aujourd'hui 4200 entreprises françaises présentes en Afrique, et qui
emploie 500 000 personnes. Et donc, nous contribuons aujourd'hui à la diversification des économies africaines. Nous contribuons à la souveraineté aussi de ces pays. Et je pense qu'on a tendance à toujours réduire la France à l'Afrique francophone. Évidemment, on a des relations historiques très fortes avec beaucoup de pays d'Afrique francophone, mais vous avez vu ces dernières années une diversification aussi de notre partenariat. Nous sommes allés beaucoup en Afrique australe, en Afrique de l'Est. Le président de la République était à Djibouti, en Éthiopie, il y a quelques mois. Il va aller à Madagascar et en île Maurice dans quelques semaines. Nous avons accueilli successivement les présidents nigérians, ghanéens, angolais. Et donc, nous allons vers l'Afrique anglophone, l'Afrique lusophone, qui sont des marchés de croissance. Le Nigeria, c'est notre premier partenaire commercial en Afrique aujourd'hui. L'Afrique du Sud, qui a la présidence du G20, eh bien, nous avons aussi beaucoup d'entreprises françaises qui travaillent en Afrique du Sud. Donc, je dirais, et dernier point, le prochain sommet Afrique-France en 2026 aura lieu au Kenya, Nairobi. Et donc ça, c'est vraiment la démonstration que la France s'intéresse à tout le continent. J'ai parlé tout à l'heure du Maroc, qui est évidemment une porte d'entrée importante pour nos entreprises, mais nous sommes présents très fortement en Côte d'Ivoire et nous avons ces partenariats qui sont de plus en plus, je dirais, stratégiques, notamment sur les minerais critiques, avec un certain nombre de pays africains. Et donc, là où il y a un sentiment peut-être d'abandon, de lâchage de l'Afrique par la France, moi ce que je vois dans les chiffres et en discutant avec les entreprises, c'est plutôt l'inverse. Alors ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de doute ou d'inquiétude et qu'il ne faut pas les rassurer et les accompagner. C'est là où tout le dispositif que nous avons en place et qui est très jalousé par nos partenaires est d'autant plus important en Afrique que nous sommes le pays européen de très loin le plus présent sur toutes les géographies africaines. Et nous avons des équipes de BPI, de Business France, des services économiques, des ambassadeurs, qui sont tous mobilisés au service de nos entreprises en Afrique. Et, si je puis me permettre... Dans le monde géopolitique que l'on connaît, on a parlé de ces grandes puissances et batailles de grandes puissances. On voit bien que le monde est en train de se réorganiser autour de zones d'influence. Donc, États-Unis d'un côté, Chine, Russie. Et en fait, notre zone d'influence de prédilection, de par la proximité géographique, mais aussi de l'histoire qui nous lie, c'est effectivement une partie de l'Afrique. Et puis, c'est vrai qu'avec des enjeux derrière sur la sécurisation des approvisionnements de minerais et métaux stratégiques, mais de nouer des partenariats stratégiques de ce point de vue-là, on arrive avec un concept, contrairement à d'autres pays, qui est la mine durable. Donc c'est aussi de faire entrer le concept de durabilité sur la question des mines. Et puis il faut bien se dire, en termes de zones de croissance future, oui, le seul endroit où on va avoir encore des dividendes démographiques, c'est en Afrique et pour encore un certain temps. Donc oui, une zone qui est très prometteuse. Je pense que, alors je ne parle pas au niveau français, mais au niveau européen, on l'avait un petit peu délaissé. On a laissé la place aux Chinois, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une réflexion à avoir profonde sur la relation que l'on doit avoir avec l'Afrique. Et un des enjeux pour nous, c'est au-delà de la mobilisation de l'Agence française de développement, qui est quand même une des agences les plus actives aujourd'hui en Afrique, et de la Banque publique d'investissement, la BPI, c'est aussi comment mobiliser les financements de Global Gateway, donc ce grand projet européen au service des économies émergentes et de la connectivité entre l'Europe justement et ses nouvelles géographies. Comment mobiliser ces programmes sur l'Afrique ? Et à cet égard, et à cet égard, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui s'est passé sur USAID. Donc, il y a une place à prendre. Il y a une place à prendre pour jouer aussi ce soft power. Aujourd'hui, les États-Unis sont en train je pense que c'est un affaiblissement stratégique à long terme, et ils sont en train de détruire tous les éléments, tous les facteurs de leur puissance. Et un gros facteur de puissance, c'était le soft power américain qu'ils travaillaient au travers de l'aide au développement, etc. Mais aujourd'hui, il y a une place qui est laissée vacante. Ouais. Et pourquoi pas, l'Europe, je ne parle pas de la France, mais l'Europe dans sa globalité aussi, d'aller prendre cette place, parce que sinon, je crains que ça soit la Chine qui le fasse. Et puis avec des conséquences très directes sur nous, c'est-à-dire, si l'aide au développement s'effondre en Afrique, c'est le risque de voir
voir la pauvreté, le terrorisme, et donc les problématiques de migration et de sécurité de l'Europe qui vont être directement impactées. C'est 40 milliards, donc il faut, il faut pour remplacer les États-Unis, il faut 40 milliards. Non, c'est important qu'on parle de ces... on parlait des mécanismes financiers. Il y a une question là qui est intéressante, pas évidente, mais je ne doute pas que vous puissiez répondre. Le rapport Draghi insiste sur la nécessité de nouveaux instruments financiers communs au niveau européen. Selon vous, quelles sont les chances réelles de voir émerger ces instruments après les difficultés rencontrées lors de la création du plan de relance post-Covid ? Alors, je ne suis pas sûre que le rapport Draghi, enfin, pour l'avoir lu, je ne suis pas sûre qu'il ne parle que des nouveaux instruments financiers communs. C'est le monopoliser les parts. Il parle de 800 milliards par an à débloquer, mais il parle beaucoup d'investissements privés, de financement privé. Donc, et ça renvoie à l'union de marché de capitaux, etc. En revanche, il dit oui, ça doit être complémenté par probablement un instrument financier commun. Enfin, il faut se rappeler qu'on en a déjà eu un au moment de la sortie de Covid, où effectivement, on a eu le plan de relance Next Generation EU, où on a décidé d'émettre une dette commune en ce qui concerne les objectifs communs. Donc oui, il y a probablement à un moment donné des réflexions à avoir sur cet outil au niveau. Mais c'est pas que cet outil-là. Il y a aussi toute la question des investissements et des financements privés qui. Effectivement, et si je peux rajouter un point, je pense que le rapport Draghi, il est essentiel aujourd'hui à la lumière aussi de ce qui vient de se passer, c'est-à-dire le Conseil européen extraordinaire de la semaine dernière. Parce que le rapport Draghi parlait de 800 milliards, il ne parlait pas de 800 milliards pour la défense. Là, on parle de 800 milliards pour la défense. Et donc, c'est comment aussi faire en sorte que ce réarmement de l'Europe, qui est aujourd'hui nécessaire, et qui est... je dirais, qui fait objet d'un très large consensus, y compris de la part de pays pour qui l'effort de défense était quelque chose de complètement inconnu. C'était le parapluie américain et rien d'autre. Donc, comment cet effort qui va être engagé peut aussi être mis au service de la compétitivité de toutes les filières ? Parce que quand on parle de l'industrie de défense, c'est pas que l'industrie de défense. Ça recouvre en fait les problématiques de chaîne d'approvisionnement dont on a parlé, les problématiques d'innovation, de soutien justement à l'innovation en Europe dans tous les secteurs. Il y a aussi les enjeux de transition énergétique. Et donc, comment faire en sorte que cette démarche engagée puisse rejoindre quelque part la boussole de compétitivité et qu'on ne dise pas, en gros, c'est les canons d'un côté contre la transition énergétique de l'autre, ou voilà, c'est comment faire tout en même temps, mais de manière intelligente, en mobilisant de nouvelles sources de financement privées et en étant, je dirais, créatif. Sachant que le rapport Draghi part quand même d'un constat qui est celui du décrochage de l'Europe. Et il dit, si nous ne réagissons pas, nous ne serons plus en capacité de concilier notre ambition d'être un leader de l'innovation, d'être un modèle de transition énergétique, d'être également un acteur stratégique autonome, tout en étant encore capable de financer notre modèle social. Or, on le voit aussi, la préservation du modèle social européen, c'est une des clés pour éviter de sombrer dans l'illibéralisme dont j'ai parlé en début de mon propos. Alors, le décrochage de l'Europe, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça dépend de la mesure. Je sais, pour avoir lu le rapport Draghi sur la première partie, oui, il y a une question de mesure. En revanche, là où très clairement on décroche, c'est sur l'innovation. Et donc ça pose la question effectivement sur ce qu'on veut faire avec ces 800 milliards dédiés à la défense, parce que nous on a de gros acteurs de défense, mais c'est pas simplement ces gros acteurs qu'il va falloir financer, il y a aussi tout ce qu'il peut y avoir en innovation sur des petites start-up, etc. Parce qu'on voit bien, même sur la guerre en Ukraine, que ça passe par des acteurs beaucoup plus agiles, beaucoup plus flexibles, sur des technologies nouvelles, etc. Donc il va falloir réfléchir à utiliser de manière efficace et pour promouvoir l'innovation, qui est cette innovation ensuite qui va se diffuser dans les autres secteurs économiques. Il y a une question pas évidente. C'est marqué pour Isabelle, donc voilà. Quelles sont les capacités actuelles de production destinées à l'export de l'industrie de défense française ? Alors moi, je ne suis pas du tout en capacité pas évident, parce que, de répondre sur ces sujets-là, parce que je vais tout vous dire. C'est récent, vrai que c'était un secteur qu'on regardait assez peu, qui était plutôt en sous-marin, si je peux me permettre. C'est sûr. C'était pas forcément, on regardait, donc on va probablement s'attacher à regarder ça d'un petit peu plus près. En revanche, j'aimerais bien répondre à la question qui
était sur la responsabilité de l'Europe sur le déficit américain. Et effectivement, en disant, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas consommé, on n'a pas suffisamment apporté de biens américains? Alors j'aimerais remettre, peut-être préciser ce que c'est le déficit américain. En fait, finalement, c'est un proxy aux États-Unis, mais partout ailleurs. D'ailleurs, l'état de la balance commerciale, c'est un proxy de l'écart entre votre épargne et votre investissement. Donc typiquement, et effectivement, on a des équilibres en forme de jeu de miroir entre les États-Unis et l'Europe. D'un côté, les États-Unis, en fait, ils consomment trop, ils épargnent pas assez, et ce qui explique, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Alors, ils peuvent le faire parce qu'ils ont la monnaie de réserve internationale qui s'appelle le dollar, ce qui permet de financer ces déficits de manière tout à fait indolore. Et puis de l'autre côté, alors ça ne concerne pas la France, mais peut-être l'Europe plus globalement et peut-être l'Allemagne en particulier, une Allemagne qui consommait peut-être pas assez, qui n'investissait pas assez, qui épargnait trop. Aujourd'hui, on sent que le rééquilibrage du côté allemand, il est en train de se faire. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on a un plan pour le coup historique, on a une bascule un peu historique en Allemagne, sur les questions d'armement, mais globalement sur des politiques de relance, des investissements, notamment aussi dans les infrastructures. Et donc, ils vont utiliser leur épargne pour financer en partie ces investissements. Mais ça veut dire que de l'autre côté, quels que soient les droits de douane aux États-Unis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut probablement que les consommateurs américains consomment moins, ou en tout cas, et donc, en tout cas, ça passe aussi par un rééquilibrage en interne sur l'épargne et l'investissement. Alors, il y a une question sur la Chine, on en a un peu parlé, bien sûr, mais quand il y a des relations avec la Chine, au-delà des relations avec les États-Unis, c'est vrai que... Écoutez, on a une relation très forte avec la Chine. Vous savez, le président de la République a engagé un dialogue quasi permanent, en fait, avec son homologue chinois. Ils se sont vus encore à Rio en marge du G20 à la fin de l'année dernière. Le ministre Jean-Noël Barrot se rendra en Chine dans les prochaines semaines. On parle aussi d'une visite éventuelle du Premier ministre. Nous maintenons tous les canaux de dialogue dans un contexte où ça n'aura échappé à personne. On parle beaucoup du cognac. Nous avons toujours considéré qu'il n'y avait aucune équivalence possible entre les droits de douane que nous avons mis sur les véhicules électriques pour établir, comme je le disais tout à l'heure, un équilibre sur le marché et ce que les Chinois imposent sur les brandys et sur le cognac français, qui sont des mesures de coercition. Et donc nous avons un dialogue pour évidemment résoudre ce différend. Et j'ai bon espoir que ce différend pourra être résolu. De manière plus générale, nous avons une relation très forte avec la Chine. Beaucoup d'entreprises françaises sont présentes en Chine, même si on voit bien aujourd'hui, elles ont aussi ce réflexe de ce qu'on appelle la Chine plus 1. Et donc, pour ne pas être complètement dépendant des chaînes d'approvisionnement chinoises, il faut aller au Vietnam, il faut aller en Indonésie, dans d'autres pays de la région pour diversifier aussi les chaînes d'approvisionnement. Je pense qu'aujourd'hui, la Chine est un partenaire sur les enjeux globaux. La Chine se fait matin, midi et soir le chantre du multilatéralisme, dont acte. Nous avons toujours considéré que nous ne pouvions pas faire sans la Chine pour lutter contre le changement climatique, pour traiter les grands enjeux aujourd'hui auxquels nous faisons face collectivement. Et donc nous essayons d'isoler la problématique de la guerre commerciale en disant n'engageons pas de guerre commerciale, respectons le level playing field. Donc nous ne voulons pas, nous Europe, et c'est le risque dans la guerre commerciale qu'ouvre Trump, devenir le déversoir des surcapacités industrielles chinoises. Et donc nous allons réagir sur ces sujets-là, mais en même temps garder des canaux de dialogue ouverts. Le président de la République a toujours considéré que il était important de maintenir un dialogue avec la Chine et les grands émergents, d'où notre volonté aussi, dans le cadre de notre présidence du G7, de réfléchir à des formats, parler des coalitions
Coalition of the Willing, donc des coalitions volontaires avec notamment les grands émergents. Je rappelle qu'au sein des BRICS, il y a l'Inde, le Brésil, les Émirats arabes unis, l'Égypte, autant de pays avec qui nous avons des partenariats stratégiques extrêmement forts. Et donc c'est aussi dans ce contexte que nous voulons préserver ces canaux de dialogue, mais en même temps sans être naïf, sans perdre de vue le fait que voilà, la Chine peut être un rival systémique, et puis sans perdre de vue non plus les tensions en mer de Chine et dans le détroit de Taïwan qui, je veux dire, on parle beaucoup de Gaza et de l'Ukraine, mais nous avons un œil évidemment très vigilant sur ce qui se passe aussi dans la mer de Chine. Non, mais c'est sûr. Enfin, la Chine qui se fait le chantre du multilatéralisme, il faut lui dire chiche. Et lui dire effectivement, voilà, mais ça veut dire que les règles doivent être valables et pour tout le monde, et y compris pour la Chine, et sans aucune naïveté. Il faut une forme de cynisme aujourd'hui d'aller aussi aller regarder du côté chinois, mais effectivement sans naïveté. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On arrive au bout de ce webinaire. Donc, merci beaucoup à tous les deux. C'était un débat riche, je crois, et très intéressant. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Je vous rappelle que vous avez tout le dispositif du groupe Crédit Agricole à votre disposition. Près de 400 experts de l'international qui sont au sein des caisses régionales et de LCL. Et puis, le dispositif des desks du pôle d'accompagnement à l'international, avec une quinzaine de bureaux à l'étranger et des personnes parlant toutes français et qui vous permettront d'accéder à près de 90 pays. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Le prochain webinaire portera sans doute, c'est pas encore complètement définitif, mais portera sans doute sur les implantations aux États-Unis avec un partenaire qui sera Select USA, donc l'agence américaine équivalente Business Invest en quelque sorte, qui favorise les investissements étrangers aux États-Unis avec des dispositifs spécifiques pour les 50 États. Donc c'est un peu plus complexe que pour nous. Et donc il nous semblait que ça sera intéressant pour les entreprises d'avoir cet éclairage. Encore une fois, merci à tous et à très bientôt. Merci à tous les deux. Merci. Au revoir.